Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Alors, à notre émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer l'art romain, l'histoire de l'art de la Rome antique, mais pas du tout avec un historien d'art. Je vous laisse la surprise de découvrir un philosophe qui réfléchit sur l'art de la Rome antique. On se retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, mon invité à notre émission de ce soir est le professeur Michel Meyer. Vous le connaissez bien, il est déjà venu plusieurs fois à nos émissions de La pensée et les hommes. C'est un spécialiste de la rhétorique et de l'argumentation, il nous en a parlé. Il a aussi étudié le comique et le comique au théâtre, il est venu nous en parler. Et ce soir, il nous parle de la Rome antique et de l'histoire de l'art dans la Rome antique. Alors, Michel Meyer, comment un philosophe comme vous peut-il s'intéresser à l'histoire de la Rome antique et en particulier la vision artistique sur la Rome antique? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la Rome antique, et l'une d'entre elles, c'est bien sûr que c'est un art extrêmement rhétorique. Donc il y a un lien avec ce que j'ai fait au préalable. C'est un art de la grandeur, de la majesté. C'est pas du tout un art dominé par le religieux comme l'art grec. Et on peut donc dire que quand on se plonge dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture romaine, on est frappé par cet aspect humain et immanent qui est passionnant, parce qu'on a toujours l'impression que l'art romain, c'est l'abadardisement de l'art grec. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné, c'est ce qu'on sait par les historiens allemands comme Winkelmann, 1764, qui disent, voilà, l'art grec, c'est l'art génial par excellence, et l'art romain, c'est vraiment une baroquisation de cet art. Et quand vous regardez ça, ben, c'est faux. Alors, j'ai été très touché, je dois vous le dire, j'ai été très touché par votre livre, parce que, bon, vous parlez de Rome, mais vous parlez aussi de ce qui est au-delà de Rome, et en particulier de Pompéi. Vous faites de nombreuses évocations de certains sites, moi, qui me touchent vraiment à Pompéi, la maison des Vétii, évidemment, les fameuses fresques un peu dionysiaques de la Villa des Mystères. Alors, votre livre est parcouru par 3 thèmes un peu philosophiques. Ethos, logos. Alors, pourquoi avoir proposé cette réflexion sur l'éthos, le logos? Parce que d'abord, toutes les sociétés antiques ont été obsédées par l'identité, c'est-à-dire l'éthos. L'éthos, c'est l'éthique, c'est la présentation de soi. Et les Grecs ont pensé l'éthos d'une manière très philosophique. Les Romains sont plus pragmatiques. Ce sont des paysans, ce sont des juristes, voilà. Ce sont des procéduriers, ce sont des commerçants, ce sont des types qui ont, parlons crûment, les pieds sur terre, alors Absolument. Que les Grecs sont plus philosophes. Voilà, donc l'éthos, c'est quoi? C'est représenter les ancêtres plutôt que les dieux. On imitera les Grecs pour les dieux, on les reproduira leur statut, mais pour les humains, et pour les ancêtres, et pour les hommes puissants, les empereurs et les patriciens, faisons confiance à la sculpture. Et donc, on a une sculpture originale. Oui, et les grands personnages, les empereurs, sont divinisés à partir de leur représentation sculpturale. En général, après leur mort, jusqu'au IIIe siècle, oui. Après, ils sont divins de leur vivant. Mais sinon, Auguste avait voulu que le forum soit plein de statues de tous les hommes illustres de Rome pour savoir
à qui on appartient vraiment, à quel domaine. Et je crois que la grande différence entre les Grecs et les Romains, c'est que les Grecs, étant une société démocratique, mettaient les dieux en dehors de la cité parce que c'est la différence absolue, le divin, tandis que les Romains sont plongés dans une société hiérarchique et aristocratique, donc la différence ne leur pose pas problème, et du même coup, les dieux peuvent être dans la cité avec les hommes, puisque les hommes sont de toute façon différents les uns des autres, les dieux ne sont jamais qu'un peu plus différents que les autres. Et alors le pathos et le logos, maintenant qu'on a évoqué l'éthos. Oui, alors le pathos et le logos. Le logos, c'est évidemment le côté systématique des arts à Rome, c'est-à-dire par exemple quand le théâtre est très faible à Rome, donc on va théâtraliser la ville, ce que fera Auguste en rebâtissant le forum et en remodelant la ville romaine et les autres villes en général. Il y a donc chez les Romains une volonté de mettre en harmonie la peinture, la sculpture et l'architecture. Ils sont très systématiques. Et c'est donc une idée d'articulation de l'éthos et du pathos et du logos. L'éthos étant la sculpture, c'est la présentation de soi. Le logos, c'est l'architecture, c'est le rapport logos, au monde. on pensait plutôt pathos, aux Grecs. On penserait plutôt aux Grecs pour le logos. Eh bien, les Grecs ont repensé le logos en termes philosophiques et même scientifiques. Et les Romains, pas du tout. Pas du tout. Ils prennent ça aux Grecs, mais en réalité, pour eux, le logos, c'est la manière dont l'architecture va exprimer l'ordre politique. Et ils sont obsédés par l'architecture. Beaucoup plus peut-être que les Grecs, c'est-à-dire que l'architecture est une obsession de tous les empereurs, donc chaque empereur voudra son forum, et qui visite Rome, c'est bien qu'il y a le forum d'Auguste, de Trajan, de Nerva, de César. Donc l'idée, et puis au départ, le forum, on le voit encore, est un peu un foutoir, alors que dès Auguste, il est rectangulaire comme les villas qui ont un atrium au milieu. C'est-à-dire il y a une homologie entre l'espace privé et l'espace public. Et on voit bien ce caractère systématique des Romains. Donc, quand on dit les Romains sont des paysans, oui, originairement, mais très vite, ils vont développer une vision cohérente de leur espace, et donc le logos, qui va être cette structuration de l'espace, va être extrêmement rationnel et pas du tout laissé au hasard. Est-ce que je me trompe en pensant que les Grecs sont peut-être plus philosophiques et les Romains plus politiques? Oui. Est-ce que c'est une distinction qui vaut pour vous Alors ça a du sens. Ça permet de comprendre. Voilà, j'irais peut-être un peu plus loin en disant que chez les Grecs, le rapport au divin reste un grand problème. Il faut que les dieux restent en dehors du monde des hommes parce que les dieux s'entretuent et font des choses horribles. Les hommes doivent s'en préserver. Tandis que chez les Romains, le monde des dieux et le monde des hommes peuvent s'interpénétrer. Et donc, c'est un monde plus politique parce qu'il est moins religieux. Le religieux, chez les Grecs, est devenu philosophique parce qu'il posait problème. Pour les Romains, pas du tout. Plus il y a de dieux, plus on rit. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé chez les Romains, et j'envisage là la suite des temps, c'est la divinisation du pouvoir. Et cette divinisation passe justement par l'expression artistique, l'architecture, la sculpture, etc. Les papes, les souverains pontifes, ils héritent du titre Pontifex Maximus, du titre qu'avaient reçu les empereurs romains. Alors, est-ce que tout cela se traduit dans l'architecture, dans la peinture, dans l'expression artistique à Rome, cette divinisation de la puissance politique? Alors, je crois qu'elle ne se produit pas avant le IIIe siècle, c'est-à-dire qu'aucun empereur ne se réclamera un dieu avant Dioclétien. Mais évidemment, il sera divinisé à sa mort. Et parce que, justement, il doit affirmer sa puissance, il doit bien la relayer autrement que par la religion, et il le fera par la majesté des édifices, par des arcs de triomphe qui sont en fait des portes. Mais en rentrant par un arc de triomphe, on peut montrer la grandeur du souverain dont on célèbre le triomphe. Eh bien, merci Michel Meyer pour ces considérations. Alors, on n'a pas du tout épuisé le sujet de votre livre, dont je rappelle les références. Rome et la naissance de l'art européen. Il s'agit d'un livre édité aux éditions Arléa dans la collection Postscriptum. Alors, on ne peut que recommander la lecture de ce livre qui est très bien illustré. Et ceux qui le liront et qui connaissent un petit peu Rome,
ou Pompéi, hein, on en parlait tout à l'heure, reconnaîtront un certain nombre de jalons. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.